Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Adrien Verly et je fais partie de l'équipe simulation de Keonis. Je vais vous présenter quelques nouveautés Abacus 2023. Donc pour rappel, nous réalisons maintenant un webinaire par mois sur les sujets de la simulation, de la conception et du système engineering. Ces webinaires sont disponibles en replay. N'hésitez pas à m'envoyer vos idées de sujets à l'adresse 3dx@keonis.com. Nous avons également un mini-site dédié à la simulation à l'adresse visible en bas de l'écran. Vous trouverez sur ce site des articles techniques, des tutoriaux, ainsi que l'ensemble de nos webinaires en replay. Alors commençons par l'agenda. Donc c'est un agenda assez classique pour les nouveautés Abacus, avec évidemment tout ce qui va être contact, matériaux, solver, etc., etc. Alors je vais commencer par une introduction. Donc on va regarder déjà un petit peu Abacus. Donc comme vous le savez, Abacus évolue et s'améliore tous les ans. Vous pouvez télécharger une version majeure par an, donc la version GA dite Golden, et des versions mineures dites Functional Delivery, donc FD ou HF, environ tous les 2 mois. Des nouveautés sont présentes à la fois dans la version Golden et dans les HF, donc les hotfix. Notre précédent webinaire sur les nouveautés 2022 présentait les nouveautés des versions 2021 FD05 à 2022 FD01, donc il est disponible en replay. Et pour ce webinaire, nous avons choisi de vous présenter les nouveautés de la version 2021 FD02 à 2023 FD01 directement. Donc ces nouveautés, alors je ne présente pas toutes les nouveautés, je vous présentais les nouveautés qui nous paraissaient les plus pertinentes. Alors, petit rappel, comment installer les versions d'Abacus. Donc ici à 2023, vous pouvez télécharger les différentes versions Golden et FD à l'adresse habituelle, donc software.3ds.com, avec votre identifiant d'Asso System rattaché à votre société, avec un minima un rôle support restricted. Et donc pour installer les versions intermédiaires, il vous faut installer la version majeure, puis les versions intermédiaires souhaitées. Donc pas la peine d'installer toutes les versions FD, hein. La dernière version contient déjà toutes les améliorations depuis la version Golden. Donc nous vous recommandons donc d'installer la dernière version 2023 FD01 qui est disponible depuis début février. Donc si vous êtes client chez nous, vous pouvez évidemment nous contacter pour vous aider à l'installation. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous rapprocher de votre distributeur. Pour nos clients, nous avons un guide d'installation simplifié à vous fournir. N'hésitez pas à nous le demander. N'hésitez pas à nous demander également la mise à jour de vos fichiers de licence pour pouvoir utiliser cette version. Alors je vous invite également à vous pencher sur l'ensemble des nouveautés qui pourront vous donner des idées, des capacités et des directions prises par Abacus, mais également par les produits associés, iSight, Tosca et FiSafe. Nous avons rédigé plusieurs articles sur ce sujet et vous trouverez également ces informations dans la documentation Abacus. Alors je vais commencer par les nouveautés Abacus CAE, donc directement dans l'interface graphique. La première nouveauté, disponible depuis la version 2022 FD02, c'est la fonction donc Query Advanced Distance, qui va permettre de calculer la distance entre deux groupes arbitraires d'objets. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en post-traitement, ces groupes arbitraires, ça peut être soit des nœuds, soit des éléments. Et quand on parle de post-traitement, vous allez pouvoir mesurer la distance entre ces groupes déformés ou non déformés. En pré-traitement, donc là, vous allez pouvoir faire également utiliser des nœuds et des éléments, mais vous pouvez également donc utiliser des géométries, donc c'est-à-dire des points, des éléments, pardon, des points, des arêtes, des faces ou des volumes, comme groupe d'objets. Vous pouvez également optionnellement choisir un système de coordonnées locales pour afficher les composants de distance, donc direction X, Y, Z. Et quand vous allez valider la fonction, vous allez avoir une flèche qui apparaît, donc comme on voit ici sur la droite de mon écran, pour localiser la distance minimum. Donc là, je vais faire un petit exemple en post-traitement avec un groupe d'éléments et un groupe de nœuds en post-traitement sur une distance déformée. Voilà. Alors, ma seconde nouveauté pour Abacus CAE, c'est au niveau des imperfections. Alors, les imperfections, donc, ça permet de faire quoi? Ça permet d'introduire des imperfections géométriques dans les calculs de flambement non linéaires afin d'analyser la sensibilité aux imperfections. C'est très utilisé pour ça. Donc c'est maintenant disponible dans le CAE, c'est une fonction qui existait en Keyword depuis très longtemps. Pour ceux qui ont déjà suivi les cours sur le flambement
C'est une fonction qui est très utilisée derrière en keyword. Et du coup, vous pouvez maintenant y accéder directement dans le module interaction, sous le menu spécial imperfection. Donc vous allez pouvoir vous allez pouvoir rentrer ces données d'imperfection, soit à partir d'un fichier de sortie, d'un fichier d'entrée contenant des données d'imperfection, ou à partir d'une table directement. Et également dans l'arborescence, vous avez un nouveau feature imperfection qui apparaît directement sous l'assemblage. Donc, on voit ici les trois fonctions disponibles. Ma nouveauté suivante, c'est donc une nouveauté Solver 2019 FD01, donc qui est mis dans l'interface en 2022 FD02, qui est la possibilité de rentrer un coefficient de dilatation thermique lors de la définition d'une contrainte de couplage cinématique. Donc, dans votre kinématique coupling, vous avez une case ici en plus, Thermal Expansion Coefficient, qui permet de rentrer ce coefficient de dilatation. Donc voilà ce que ça peut donner. J'ai mon couplage et j'ai un déplacement du coup ici qui va avoir lieu sous une température donnée. Ma nouveauté suivante concerne donc les contacts dans Abacus CAE pour le solver explicite, donc une nouveauté 2023 Golden. Vous allez pouvoir maintenant prendre en compte le profil réel de la poutre dans le contact général. Donc c'est une nouveauté solver qui date donc de début 2022, 2022 FD01. Donc dans l'interface du contact général, vous avez dans l'onglet contact contrôle assignement la possibilité de ici spécifier le calcul des contacts pour les poutres de manière exacte. Donc on a un petit exemple ici avec des sortes de Kaplan où on voit les Kaplan ici modélisés en poutres et du coup le contact est bien pris en compte correctement pour cette forme ici rectangulaire avec une modélisation de type poutre. Voilà. Donc ça c'est une nouveauté importante au niveau du contact explicite pour tout ce qui est poutre. Donc depuis 2022 Golden et entre 2023 vous avez cette possibilité de faire directement dans l'interface et ça est introduit au niveau solver également. La nouveauté suivante pour Abacus donc CAE, ça concerne les matériaux. J'ai plusieurs slides sur les différents matériaux. La première, c'est la possibilité de cocher ici donc, dans un matériau plastique la petite extrapolation soit constante, soit linéaire. Donc, ceux qui sont familiers avec les matériaux élastoplastiques, vous savez que depuis très longtemps, dans Abacus, on a une extrapolation qui est uniquement constante, c'est-à-dire que vous définissez votre courbe élastoplastique et par défaut, la dernière valeur que vous rentrez, ça fait une plasticité parfaite de ce type-là. La valeur reste constante en fonction de la déformation de contrainte. La valeur de contrainte reste constante en fonction de la déformation. En 2022, Golden a introduit la possibilité d'avoir une extrapolation linéaire qui est faite donc par rapport aux dernières valeurs rentrées dans la courbe. Et ça a d'énormes avantages pour pas mal de choses. Ça vous évite de faire des calculs à la main, d'extrapoler à la main les courbes pour que les modèles convergent. Donc c'est une option qui est vraiment recommandée maintenant par défaut de venir extrapoler vos valeurs de manière constante derrière. Donc voilà, très belle nouveauté implémentée en 2022 au niveau du solver qui est disponible dans l'interface donc très rapidement après. Et donc pour 2023, vous l'avez directement disponible. La nouveauté suivante sur les matériaux dans Abacus CAE, c'est la possibilité d'utiliser et de rentrer les matériaux, donc le matériau hyperélastique avec le potentiel de type Valanis-Landel. Donc ça, c'est une nouveauté solver, il me semble, depuis 2021 quelque chose. Le fait de pouvoir utiliser Valanis-Landel. Donc c'est également une nouveauté au niveau solver pour l'explicite en 2022 FD04 de pouvoir utiliser Valanis-Landel. Et cette loi elle est importante, pourquoi? Parce que c'est un modèle qui permet de reproduire fidèlement les courbes d'essai. Alors, vous connaissez sûrement le modèle de Marlowe, mais le modèle de Marlowe, lui, il avait entre guillemets, un petit défaut, ce qui permettait de spécifier donc les données de test à la fois en traction et en compression, mais le modèle de Marlowe, lui, permettait de spécifier les données qu'en traction ou en compression, c'est-à-dire qu'il ne fitait pas soit la compression, soit la traction. Le modèle de Valanis-Landel, lui, va parfaitement fitter à la fois donc la partie compression ici,
et la partie traction ensuite derrière. Donc c'est vraiment le nouveau modèle à utiliser pour vos matériaux hyperélastiques. Derrière, donc voilà, il a été introduit récemment au niveau solver et il est disponible dans l'interface graphique maintenant. La nouveauté suivante au niveau des matériaux dont Abaqus CAE, c'est la possibilité de rentrer les corrections de plasticité de Neubert et Glica. C'est une nouveauté solver pareil 2022 FD01. J'en ai déjà parlé dans le webinaire l'année dernière. Hein. Et du coup, vous allez pouvoir rentrer ces coefficients de correction, hein, soit avec des formules de type Rambert-Osgood, soit en spécifiant directement des données tabulaires. Et vous allez pouvoir également du coup demander les sorties associées, hein, donc les contraintes de déformation équivalentes de Neubert ou de Glica, et pareil pour les déformations plastiques équivalentes de Neubert ou de Glica. Voilà. Donc ça se trouve pareil ici dans Mechanical, il me semble, et ensuite vous avez Plasticity Correction directement. Donc ça permet de faire un calcul purement élastique et d'avoir une estimation des déformations et contraintes élastoplastiques. Voilà. Donc ça marche bien pour des faibles déformations, hein, pour des faibles taux de plasticité, mais ça permet d'économiser de la ressource matérielle derrière. Voilà. Généralement, la plasticité, la plasticité réelle, elle est comprise entre l'estimation qui est faite par Neubert et celle qui est faite par Glinka directement. Voilà. La nouveauté suivante, toujours dans Abaqus CAE, donc sur les matériaux, vous avez possibilité maintenant de définir tout ce qui est initiation à l'endommagement de type LARC 05, donc c'est pour utiliser pour les composites, hein, avec évidemment l'évolution et la stabilisation d'endommagement. Voilà, c'est une nouveauté solver assez récente qui est disponible en 2023 Golden directement. De la même manière, vous pouvez aussi définir l'initiation à l'endommagement de type Osford-Coulomb avec son évolution, donc qui paraît une nouveauté solver récente qui est disponible en 2023 Golden directement. Pour finir sur une nouveauté Abaqus CAE, alors il y en a d'autres que je n'ai pas listé ici, mais je vous présente la nouveauté sur la prise en charge du paramètre matériaux pour les sections de poudre de type général, donc les beam general section. Donc ça, c'était le fait de pouvoir utiliser ce paramètre matériaux, c'est une nouveauté pareil assez récente, 2021 FD03, et du coup, ça apparaît maintenant dans l'interface. Donc, quand vous définissez une poutre de type général, vous avez la possibilité maintenant de choisir directement le matériau. Avant, vous aviez la table où il fallait rentrer les propriétés élastiques, linéaires, isotropes et possiblement dilatation thermique aussi. Maintenant, vous rentrez directement un matériau. Alors, ce matériau prendra en compte que les propriétés linéaires, les propriétés non linéaires ne seront ignorées. Voilà, l'ancienne version, c'est ici, on rentre le module Young et le module de cisaillement derrière. Voilà, on rentre directement le matériau. Donc c'est assez pratique pour la définition de vos poutres. Ensuite, donc, on va passer aux nouveautés de type contact. Alors la première concerne la modification des propriétés par défaut de conductance thermique et électrique. Alors, pour ceux qui font ce type de calcul, il fallait auparavant, qu'est-ce qui se passait? Si vous mettiez aucune propriété au niveau des interactions, vous aviez aucune conductance, ni thermique, ni électrique. Donc il y avait ce type de résultat. Maintenant, si vous si vous mettez qu'une propriété, vous allez avoir un comportement qui est beaucoup plus physique. Donc, c'est-à-dire, vous allez avoir une conduction et donc thermique ou électrique de type parfaite. Voilà. Donc c'est ça la nouveauté ici, c'est que ça a été directement modifié au niveau du solver. Au lieu d'avoir aucune conduction, vous avez de la conduction thermique et électrique qui est faite par défaut quand il n'y a aucune option de contact. Donc c'est vrai que ce qui était fait par défaut avant, c'était pas très physique. Maintenant, donc ça a été implémenté pour que ce soit plus proche du comportement physique commun. Vous n'avez pas besoin de rentrer des conductances qui dépendent de la distance. C'est fait de manière automatique et c'est beaucoup plus facile à utiliser. Et alors du coup, Abaqus va calculer ici des valeurs de conductance relativement élevées qui vont ne pas affecter
qui vont pas affecter le pas de temps stable en abacus explicite et qui vont pas poser de problème de convergence numérique en abacus standard. C'est vrai que par exemple, si on prenait une conduction thermique, on se disait bah, je fais une conduction parfaite, qu'est-ce que je mets comme coefficient? Est-ce que je mets 100, 1000, 10 000, un exposant 12? Voilà. Et si on a utilisé des valeurs trop grandes, on peut avoir des difficultés de convergence dues aux difficultés numériques en implicite. Là, c'est fait de manière automatique, on a une conduction parfaite qui pénalise ni le pas de temps stable et qui ne pose pas de difficultés numériques. Voilà, donc c'est vraiment une belle nouveauté pour ceux qui font de la thermique et de l'électrique et qui à chaque fois devaient réfléchir à quelle valeur de conduction y rentrer dans l'interface derrière. La seconde nouveauté au niveau des contacts est une nouveauté que je pense qui est qui est plutôt importante. C'est la possibilité d'introduire directement donc du mass scaling au niveau du contact. Alors ceux qui font de l'explicite, ils connaissent plutôt bien le mass scaling. Quand on fait des cas de charge par exemple quasi statiques, pour accélérer la résolution, on va augmenter de manière artificielle la masse pour augmenter de manière artificielle le pas de temps stable et donc arriver plus rapidement au temps final de la simulation. Donc là, quand on fait des mascaling traditionnels, on augmente la masse des éléments directement. Pour le contact, c'est un petit peu différent. Pour le contact, on va ajouter de la masse localement au niveau des nœuds qui rentrent en contact. L'idée qu'il y a derrière, c'est quoi? C'est de pouvoir... alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? C'est, mettons, vous avez un calcul, on voit ici le premier cas, ici en bas à gauche, où vous avez une pénétration qui apparaît au cours de la simulation en explicite. Donc là, on la voit visuellement, elle est assez importante. D'accord? Donc une des possibilités qu'on avait pour résoudre ce type de problème en explicite, c'était d'augmenter la raideur de pénalité d'un facteur 10, par exemple, ou d'un facteur plus important. Là, dans ce cas-là, on voit, si j'augmente la pénalité de contact en explicite, j'ai moins de pénétration à la fin de mon calcul. D'accord. La problématique, c'est que la pénalité de contact influe directement sur le calcul du passant stable. Donc, quand on laisse la pénalité par défaut, le quotient de pénalité par défaut à 1, ça réduit le pas de temps stable d'un facteur environ 5%. Mais si on utilise une pénalité de facteur 10, ça a tendance à réduire le pas de temps stable d'un facteur 34%. Donc ça va très vite. Si vous mettez à 100, c'est énorme la réduction de pas de temps. D'accord. C'est-à-dire que votre calcul est beaucoup plus lent avec ce cas-là. Si vous ajoutez du mass scaling uniquement sur le contact, vous allez pouvoir avoir un nombre d'incréments à peu près équivalent à celui que vous aviez ici sans modifier la pénalité, et en ayant des résultats qui sont là, donc très proches d'une pénalité importante avec un peu du contact, du mass scaling sur le contact. Pour moi, c'est une nouveauté qui est vraiment importante. J'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup l'utiliser, mais je pense que c'est quelque chose qu'on va conseiller à nos clients dans pas mal de cas où il y a ce type de problème. Alors normalement, la pénalité de contact est plutôt bien calculée par Abacus. En explicite, ça arrive, j'ai de temps en temps des problèmes avec les corps rigides. Alors, il y a aussi une recommandation importante pour les corps rigides, pour éviter d'avoir justement des problèmes de pénétration comme ça, c'est de leur affecter une masse qui soit physique, parce que le calcul de pénalité va dépendre de la masse qui est affectée de chaque côté derrière. Donc on peut aussi limiter ce genre de choses des fois en mettant juste une masse physique correcte sur le corps rigide ici. Ouais, associé à cette nouveauté, vous avez des sorties spécifiques, donc le CDMass qui va être le pourcentage de variation de masse du fait du mass scaling sur le contact, et le CNMSF, donc qui est une sortie nodale, qui va être le facteur de mass scaling qui est appliqué sur les nœuds en contact. Et après voilà, c'est mis à jour pendant l'analyse, etc., de manière automatique pour limiter justement limiter la diminution du pas de temps stable. Voilà. Donc, je vous laisse regarder la documentation si vous voulez avoir un peu plus d'informations. Pour finir sur les contacts, une recommandation à partir de la version 2023. Donc il y a eu quand même beaucoup d'améliorations ces dernières années sur le contact général derrière. Et donc on va vous recommander fortement
de substituer aux paires de contacts le contact général en explicite. Vous avez un exemple à droite sur différents modèles où on voit si vous utilisez soit des paires de contacts en formulation cinématique ou pénalité versus le contact général est beaucoup plus à la fois robuste, donc il y a des calculs qui passent pas en paire de contacts, et à la fois plus performant, qui va être plus rapide pour résoudre les problèmes. D'accord, donc c'est vraiment une recommandation. Préférez le contact général en explicite aux paires de contacts. Je passe à la suite, donc sur les nouveautés au niveau solver. Donc la première, c'est un mot-clé qui a été introduit donc en 2023, FD01, donc vraiment tout récemment, début de ce mois-ci, en standard. Donc c'est le mot-clé qui s'appelle Step Control. Alors la question qu'on peut se poser, c'est voilà, comment est-ce qu'on peut rater une simulation lorsque on atteint un critère spécifique. Donc, par exemple, j'ai atteint un déplacement de 3 mm sur tel nœud. Derrière, j'aimerais que passer soit étape suivante, soit rater le calcul. Ça peut être aussi une question qu'on peut se poser, c'est comment interrompre une simulation si la conception s'avère mauvaise, directe, ou par exemple, comment est-ce que je peux contrôler une simulation caractérisée par une série d'événements, donc plusieurs étapes, dont le critère de déclenchement est inconnu à l'avance. Par exemple, ça peut être, je voudrais que dès que ce nœud-là s'est déplacé de 2 mm, je passe à l'étape suivante. D'accord ? Donc vous avez donc le mot-clé Step Control qui a été introduit, qui va permettre, donc en fonction, à partir de valeurs de capteurs que vous avez inclus dans l'analyse, hein, donc les capteurs, c'est ce qu'on appelle les senseurs dans Abaqus. Vous pouvez demander dans l'interface Abaqus CE, ça existe, hein, des senseurs, leur entrer un nom, la fréquence à laquelle vous sortez et qu'est-ce que vous sortez. Donc là, par exemple, c'est le déplacement sur un set de nœuds particulier. Et donc dans ce step control, vous allez pouvoir dire soit je termine l'étape, soit je finis l'analyse si mon senseur dépasse en valeur maximum, minimum, absolu, etc., une certaine valeur ici. Donc c'est un mot-clé qui va en intéresser, je pense, plus d'un. Ma nouveauté suivante au niveau du solver est une nouveauté assez importante au niveau de la vérification de la convergence en Abaqus standard. Alors, dans les versions précédentes, il y avait un retour fréquent des utilisateurs pour des problèmes de convergence au niveau de certains points qui pouvaient du coup sembler trop stricts et conduisaient du coup à non-convergence. En particulier, ces contrôles trop stricts, ça arrivait souvent au niveau des corps rigides ou des couplages cinématiques. Alors pour faire du support régulièrement et débugger les modèles qui ne convergent pas, quand vous faites des checks, vous regardez le job diagnostic et vous regardez où sont les résidus les plus élevés, c'est vrai que fréquemment, on les voit au niveau des points de référence de ces corps rigides ou des couplages cinématiques. Alors, comment expliquer ça? C'est que auparavant, Abaqus Standard traitait ces nœuds de référence donc comme des nœuds normaux pour le contrôle de convergence. Cependant, c'est vrai que si on y réfléchit un petit peu, ces nœuds de référence, ils reçoivent des contributions d'efforts et de moments de dizaines, de centaines, voire de milliers de nœuds. Donc c'est normal qu'ils aient peut-être des efforts, des résidus qui soient plus importants sur ces nœuds de référence, comme il y a la contribution de dizaines, centaines de nœuds. Donc du coup, les contrôles de convergence ont été de modifier pour prendre en compte le nombre de nœuds associés à chaque nœud de référence. Et donc est introduite une nouvelle notion qui s'appelle les résidus nodaux normalisés. Donc c'est quoi ces résidus nodaux normalisés? Donc c'est le phi ici. Donc c'est égal à quoi? C'est égal au résidu non normalisé pour alpha, ça va être un champ, donc par exemple le déplacement ou les efforts plutôt. Donc par exemple, si je parle d'efforts, ça va être le résidu non normalisé pour les efforts au nœud i ici, divisé par donc le flux moyen pour mon effort ici, fois ici un facteur qui est associé au nombre de nœuds. Donc si c'est un nœud classique, ce facteur est égal à 1. Et si c'est un nœud, un point de référence d'un couplage cinématique ou d'un corps rigide, ce FI va augmenter en fonction du nombre de nœuds derrière directement. Et alors,
en fait, ce qui était comparé précédemment au niveau du solver, le critère, c'était quoi? C'était phi doit être inférieur à 0,5% de l'effort moyen, du flux moyen. Par exemple, si je parle d'effort de flux moyen. Là, ce qui était comparé, c'était le RI sur le RI qui doit être inférieur à 0,5% du flux moyen. Du coup, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est exactement ce phi, on va pouvoir ici le comparer directement à la valeur de critère ici, donc à 0,5% directement. Donc pour l'instant, il n'est pas encore affiché ce phi dans l'interface. Ce qui va être affiché, c'est autre chose. Juste pour vous montrer ici un exemple, j'ai un calcul qui, en Abacus 2021, a du mal à converger, ne converge même pas, alors que dans cette nouvelle version, il va converger très bien derrière, parce que le nombre de nœuds associés au point de référence a été pris en compte pour la vérification du résidu de convergence. Donc si on va un peu plus dans le détail ici des fichiers MSG, de qu'est-ce qui se passe. Alors, donc, ce qui se passe maintenant, c'est que le nœud avec le résidu le plus élevé, qui est auparavant du coup le point de référence, hein, n'a plus nécessairement le résidu normalisé le plus élevé, puisque du coup, il y a eu introduction de cette variation du nombre de nœuds attachés au point de référence. Et donc du coup, on va avoir maintenant des modifications au niveau des fichiers MSG, et est introduit actuellement la notion de résidu mutuel échelle, donc qui est le RI divisé par le FI, hein, pour le champ donné. Donc, ça correspond à quoi par rapport à la page d'avant? Il y a juste ici, ça correspond aux deux termes qui sont les siens de résidus normaux normalisés. Et du coup, on va pouvoir le visualiser ici dans l'interface. Donc, auparavant, on avait juste le résidu le plus important, avec le nœud et la direction, hein. Et maintenant, on a le résidu normalisé le plus important directement. D'accord? Donc, il faut toujours le comparer, il faut toujours diviser ce champ normalisé par faire le rapport avec le time average force ici, et comparer au 0,5% derrière. Dans des prochaines versions, je n'ai pas encore l'information quand, il y aura introduction, on affichera directement le phi à la place d'afficher ce résidu mis à l'échelle, hein. Donc on affichera directement le résidu normalisé. On pourra directement comparer du coup à la valeur de convergence, hein, de 0,5% ici. Donc voilà, ça c'est une nouveauté vraiment importante au niveau de l'implicite qui va faire que un peu plus de modèles vont converger facilement derrière. Bon, c'est intéressant comme nouveauté, je trouve, derrière. C'est vrai que cette prise en compte là, du nombre de points attachés, c'est plutôt une bonne idée. Alors, toujours au niveau du solver, il y a eu pas mal d'améliorations sur les différents solvers. Donc la première, c'est pour le solver, donc Langsource, qui permet d'extraire des modes propres, entre autres, hein. Donc il a été complètement restructuré. Il y a pas mal de nouveautés, hein. Je ne l'ai pas tout listé ici sur ce solver. Il a été restructuré et amélioré donc pour faciliter une future implémentation en mode donc distributed memory parallel, c'est-à-dire des calculs sur plusieurs machines derrière. C'est que pour l'instant, Lanczos en était limité, c'était que sur une seule machine, il pouvait y avoir plusieurs cœurs sur la machine, hein, derrière, mais c'était vraiment limité à un seul host. Donc là, on va pouvoir bientôt, dans quelques versions, le paralléliser. Et après, on voit aussi qu'il a été amélioré sensiblement. Ici, il y a quand même des performances qui sont bien meilleures par rapport à une 2022 HF1. Là, j'ai quand même des bonnes accélérations dues à cette restructuration et amélioration du solver derrière. Ensuite, il y a également des améliorations importantes au niveau des analyses donc en vibration aléatoire, hein, donc PSD derrière, où on a pareil des gains très importants en termes de résolution au niveau de la PSD. Il y a vraiment beaucoup de travail fait derrière. Donc voilà, pour ceux qui avaient l'habitude de faire ce type de calcul, des fois, par exemple, on peut avoir des problèmes de ralentissement au niveau des sorties, etc. Ça a été fortement amélioré, et donc c'est vraiment une belle nouveauté aussi pour les personnes qui vont faire ce type d'analyse-là. On va avoir des gains de temps vraiment très très importants. Vous voyez là, entre 17 et 204 fois ici pour un cas spécifique là. Voilà.
Également dans les nouveautés Solver, donc il y a le solver AMS qui a été fortement amélioré. Donc pareil, si on regarde ici en bleu les versions 2022 HF1 et en orange la 2022 HF4, vous avez des accélérations importantes au niveau de l'AMS, certains modèles où on a vraiment des gains très très importants derrière. Donc voilà, ça s'améliore en permanence et c'est tant mieux pour nous les utilisateurs. La dernière nouveauté au niveau du solver, alors c'est pour les sous-structures. Il y a également beaucoup d'améliorations donc pour tout ce qui est sous-structuration avec les derrière. Il y a eu des améliorations au niveau de la convivialité pour par exemple, définir exactement un chemin absolu, alors le placement des sous-structures. Avant, c'était des chemins relatifs. Alors, c'est vrai qu'il fallait à chaque fois remodifier ces chemins, etc. C'était un petit peu compliqué. Là, ça s'est quand même amélioré. On peut maintenant aussi ajouter des modes résiduels à la base modèle de la sous-structure. Voilà, il y a eu pas mal d'améliorations. Je sais pas tout. Il y a d'autres choses que ça hein, pour les sous-structures. Il y a eu, si vous vous rappelez derrière, j'avais également listé pas mal de nouveautés sur les sous-structures. Donc c'est vraiment pas mal de choses. Et même simplement le temps d'extraction des sous-structures a été amélioré. On voit qu'il y a également des temps importants entre 2021 et 2022. Donc voilà, pour ceux qui utilisent les sous-structures, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'améliorations dessus. Je vais passer maintenant aux matériaux. Alors, matériaux qui sont introduits au niveau solver généralement, mais le premier qui est le matériau donc Palanis Landel qui est disponible depuis la version 2022 FD04 en explicite, je vous ai montré tout à l'heure, qui était maintenant également disponible en 2023 dans l'interface graphique. Donc il va être supporté pour l'implicite et pour l'explicite. Hein. Donc c'est vraiment un matériau sympathique. Hein. Je vous ai expliqué, hein, il va fitter parfaitement à la fois la compression et la traction. Alors, toujours dans les hyperélastiques, vous avez deux nouveaux matériaux de type hyperélastique anisotrope qui vont être disponibles. Donc il y a, alors excusez-moi si j'écorche le nom, Holp Zapfel Ogden qui va être utilisé pour la modélisation des tissus du myocarde et Kalisk Schmidt qui est utilisable pour les polymères renforcés et les biomatériaux. Donc ça va s'utiliser par exemple dans la modélisation de cœur humain ou autre. Et du coup, comme ils ont introduit de nouveaux matériaux hyperélastiques anisotropes, ils ont introduit un nouveau mot-clé pour les matériaux anisotropes, donc qui est le mot-clé étoile anisotropique hyperélastique avec le type de définition. Seconde nouveauté matériaux, c'est la possibilité d'introduire de la viscoélasticité dans le domaine fréquentiel pour les matériaux linéaires, orthotropes ou anisotropes. Donc c'était déjà disponible pour les matériaux isotropes. Hein. Maintenant, la nouveauté, c'est que c'est disponible pour les matériaux orthotropes ou anisotropes. Vous allez pouvoir définir dans le domaine fréquentiel des composants anisotropes. Donc ça va être utilisé dans quel domaine? Ça va être utilisé pour tout ce qui est structure laminée, par exemple des stators de moteurs électriques. Hein. Donc vous allez avoir une relaxation viscoélastique qui va être isotrope. Donc, la même dans toutes les directions. Hein. C'est utilisable avec une procédure de type Direct Solution Steady State, hein, donc harmonique résolution directe. Et vous allez pouvoir du coup, comme vous l'avez compris, rentrer des propriétés viscoélastiques fréquentielles. Donc vous allez pouvoir utiliser rentrer module de perte et de stockage de manière arbitraire en fonction de la fréquence ou directement en termes de série de Prony. Voilà. Donc voilà, c'est une bonne nouveauté pour les matériaux orthotropes et anisotropes, possibilité de faire de la viscoélasticité linéaire avec. Voilà. Ma nouveauté suivante de matériaux, elle concerne les sorties supplémentaires pour le matériau, donc cap plasticité. Alors ces nouveautés, c'est quoi? C'est la sortie qui s'appelle RD, densité relative, et VVF, donc c'est la fraction volumique des vides et des porosités. Alors, en quoi ça va améliorer le matériau? Donc, c'est des sorties supplémentaires. Et pour les personnes qui font des comprimés pharmaceutiques, en fait, ce qui était fait précédemment, c'est qu'on avait besoin de routines utilisateurs pour pouvoir faire dépendre les propriétés de cette densité relative, par exemple. Voilà, propriété, par exemple, et module Young, etc. derrière. Du fait que ces sorties soient disponibles, on va pouvoir utiliser le mot-clé User Defined Field à type Specify, qui est une nouveauté depuis quelques versions, qui va permettre de dire ma variable de champ
1, par exemple, ça va être ma densité relative et du coup très facilement faire dépendre les propriétés matériaux de cette densité relative. Voilà, c'est une très bonne nouveauté pour les gens qui font ce type de simulation. Ça a été de coder. Toujours dans les nouveautés matériaux, la première, ça va être en 2022 FD01. J'ai la possibilité, comme en implicite maintenant, en explicite, de faire des modèles sans compression et sans tension en élasticité linéaire. Hein. Voilà, c'était assez connu en implicite. Hein. C'est maintenant disponible en explicite et c'est vrai que c'était assez utilisé avec des éléments soit câbles, enfin des trusses hein, ou des membranes, pour modéliser par exemple des câbles justement. On prend un câble, le câble il marche très bien en traction. En compression, votre câble, votre fil, hein, il est très souple et du coup on peut considérer qu'il n'y a pas de raideur. Du coup, c'est introduit maintenant en explicite depuis 2022 FD01. Donc c'est disponible directement dans l'interface parce que c'était déjà disponible avant aussi dans l'interface pour l'implicite. Voilà, c'est le même mot-clé. Hein. Vous pouvez également maintenant utiliser de la plasticité endommagée pour du béton. Donc c'est le mot-clé concret de dommage plasticité, avec des poutres. C'est ça la nouveauté. C'est déjà disponible pour pas mal de types d'éléments. Et maintenant, c'est disponible pour des poutres. Donc ça permet de facilement après modéliser des structures type bâtiment ou autre, avec des poutres, tout en prenant en compte un comportement de béton assez avancé, donc avec de la plasticité endommagée, hein, donc ce type de modèle derrière. Alors c'est fini pour les matériaux. Je vais passer aux nouveautés sur les éléments qui concernent justement ces éléments poutres. Cette première nouveauté, c'est de venir pouvoir définir des renforts de poutres d'une nouvelle manière. Donc, au préalable, on faisait ça avec une fonction rebar. Maintenant, on va pouvoir utiliser une fonction rebarLine qui va être beaucoup plus facile à utiliser et on va pouvoir spécifier donc des renforts par rapport à l'axe local de la poutre ici directement. Donc ça permet de modéliser beaucoup plus facilement des poutres en béton armé avec des armatures métalliques, hein, du coup ça du béton armé hein, derrière. Et donc voilà, donc c'est une très belle nouveauté pour ce type de modélisation. Toujours au niveau des poutres, on va avoir la possibilité maintenant de définir un décalage de profilés de poutres avec tous les profils standards dans Bacchus explicite. Donc c'était déjà disponible en implicite, c'est déjà disponible dans le CAE, mais en explicite, ça vous mettez une erreur, attention, ça marche pas. Donc vous pouvez maintenant spécifier donc un décalage XY là par rapport à l'axe de la poutre, décaler le profilé de poutre directement. Donc dans la même veine, précédemment, si vous avez utilisé le profilé de type channel, là, dans le type en U, vous aviez un décalage uniquement vertical, et maintenant vous pouvez également spécifier un décalage horizontal. Voilà, c'est une petite nouveauté. Derrière, en gros, tout est uniformisé. Maintenant, vous pouvez décaler tout par rapport à la ligne de référence. Si je passe aux nouveautés suivantes, donc c'est mes dernières nouveautés, hein, les autres nouveautés, on va commencer par des conditions initiales. Donc vous avez une première condition, première fonction qui est ce qu'on appelle l'initialisation des contraintes par la méthode du maillage de référence pour les éléments solides 3D. Donc c'était utilisable déjà précédemment pour des éléments type membrane et ça introduit en 2022 FD02 pour les éléments 3D. Donc cette méthode, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet d'initialiser les contraintes dans une configuration donc, déformée qu'on appelle initiale par rapport à une configuration de référence. Donc vous avez deux maillages, un ici non déformé, un qui a été déformé, et il va pouvoir calculer automatiquement donc, des contraintes initiales associées à cette déformation. Donc ça permet de remplacer de manière très simple une alternative par exemple à de l'import, hein, où on fait un premier calcul et on vient importer le résultat du premier calcul. Alors ça a quand même des limites, hein. Ça va calculer un gradient de déformation donc entre les coordonnées du maillage de référence et du maillage initial pour mettre à jour l'état de contrainte du matériau, en supposant que le matériau ait un comportement purement élastique. Donc c'est destiné aux matériaux élastiques ou hyperélastiques sans dépendance à l'historique de déformation. Et si vous utilisez un matériau plastique, il va y avoir tendance à les contraintes initiales vont pouvoir dépasser la limite élastique et dans ce cas, le solver va devoir stabiliser la solution après derrière pour que ça revienne sur la limite élastique.
Et donc cette nouveauté va pouvoir être utilisée avec une autre nouveauté qui est la suivante, qui est la possibilité de définir en rampe les contraintes initiales pour les éléments solides, poutres, coques, non explicites. Donc ça va permettre de réduire les oscillations possibles dans la solution initiale. Et donc vous allez devoir définir une amplitude avec une valeur qui commence par 0 et qui atteint une valeur finale de 1. Donc on a un exemple ici, j'ai une poutre en porte-à-faux où on importe des contraintes initiales derrière et avec une charge visqueuse pour stabiliser tout ça aussi. Et on voit que sans la contrainte à rampe, j'ai beaucoup d'oscillations. Avec cette contrainte à rampe, je vais limiter les effets d'oscillation de mon système. Donc voilà, ça permet de vraiment limiter ces effets vibratoires qui peuvent apparaître quand je mets des conditions initiales, des contraintes initiales sans rampe directement. J'ai également une nouveauté sur les chargements représentés qui est disponible en 2023 FD01. Donc c'est la mise à jour automatique de l'axe de rotation à travers les étapes. Alors, qu'est-ce qui se passait avant? Quand on définissait un axe de rotation, c'était par rapport à des coordonnées. Maintenant, on va pouvoir le définir par rapport à des nœuds directement. On va définir des nœuds qui vont être l'axe de rotation. Cette nouveauté, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'axe de rotation va être mis à jour automatiquement en fonction des coordonnées des nœuds définissant l'axe. Alors, c'est pas mis à jour en permanence, c'est mis à jour uniquement au début de l'étape de simulation. Alors, à quoi ça va servir? Ça va être utile, par exemple, pour tout ce qui est analyse de grincement de frein, où l'axe de rotation va changer peut-être pendant la précharge, et du coup, c'est vrai que la position finale n'est pas connue au début de l'analyse. Et ce que faisaient les gens précédemment, c'est qu'ils faisaient un premier calcul, et ensuite ils faisaient un second calcul avec du restart pour calculer leur seconde étape. Maintenant, ça pourra se faire en un seul calcul derrière. Voilà, bonne nouveauté pour les gens qui font ce type de simulation. Ma dernière nouveauté Abacus, ça va être le couplage avec donc CST Studio Suite. Pour ceux qui ne connaissent pas CST Studio Suite, c'est la solution électromagnétique haute et basse fréquence de Dassault Systèmes, Simulia. Si vous voulez plus d'informations d'ailleurs sur cette solution, on peut vous renseigner sans problème. Et donc là, j'introduis deux nouveautés. Il y a possibilité d'importer des champs externes très facilement qui viennent de CST Studio Suite, un calcul temporel ou fréquentiel, avec des mappings, etc. de données, donc des champs, on va dire des calculs, des champs, c'est vraiment un calcul couplage vraiment faible qui est fait ici. Et si on va aller plus loin, il y a également possibilité de faire de la co-simulation, donc c'est-à-dire un couplage un peu plus fort entre Abacus et CST Studio Suite. On va pouvoir du coup faire la co-simulation entre des analyses électromagnétiques, harmoniques, temporelles ou transitoires, avec soit une analyse statique, soit une analyse dynamique implicite transitoire, ou thermomécanique ou thermique du côté d'Abacus. J'ai un petit exemple ici à droite, où on fait une chauffe par induction en co-simulation Abacus CST. On a un modèle CST qui va donc générer de la chaleur, et on va analyser tout ça, à la fois les températures et les déplacements dans Abacus derrière. Voilà, en complément d'Abacus, il y a également des nouveautés alors que j'ai présenté également l'année dernière, mais je vais les remontrer ici pour les gens qui ne connaissent pas. Il y a des, donc, il y a des, il y a des fonctions en 3D d'expérience qui pourraient être très utiles aux utilisateurs d'Abacus. Donc la première c'est quoi? C'est l'application qu'on appelle Material Calibration. Donc c'est vrai que vous savez que les propriétés de matériaux, c'est très important pour vos calculs si vous regardez des simulations prédictives. Et la calibration de ces lois matériaux, c'est souvent un point bloquant pour l'utilisation des fonctions avancées matériaux, parce qu'il y a plein de maths derrière et c'est assez dur à calibrer, quoi. Donc voilà, cet outil permet de calibrer les matériaux dans la 3D expérience. On va pouvoir calibrer sur quasiment l'ensemble des lois Abacus derrière, et de les sortir ensuite en format input Abacus, et donc de pouvoir les utiliser dans vos calculs traditionnels qu'on appelle le dit legacy, Abacus. Donc par exemple pour des matériaux viscoélastiques non linéaires comme le PRF, vous allez pouvoir faire ça très facilement. Donc après il y a plein d'avantages, c'est qu'il est très rapide,
On peut faire pas mal de choses. Il y a beaucoup de nouveautés aussi récemment sur ces choses-là. Et voilà, donc si jamais vous êtes intéressé, j'avais fait un webinaire qui est disponible sur notre base de connaissances. C'est vraiment une application très utile. Moi, je l'utilise régulièrement pour faire de la calibration. Récemment, je l'ai utilisé pour faire de la calibration Milfin Homogenation, là, donc pour des matériaux avec des fibres en arrière. Donc c'est très puissant. Mon second outil en complément, ça va être le cloud computing avec la 3D Experience, donc qui va utiliser le serveur Abacus. Donc nous, c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement, même tous les jours, on va dire, chez Kionis. On a pas mal de clients qui l'utilisent également aussi. Donc l'idée, c'est quoi? Que vous allez pouvoir avoir accès à de la puissance de calcul déportée sur le cloud, tout simplement. Donc, on va pouvoir utiliser une application qui s'appelle Simulation Manager, qui permet d'exécuter des simulations sur le cloud Simulia avec un nombre de CPU allant de 4 à 144. Donc, on peut aller assez loin. J'ai ouï dire qu'on y allait pour encore aller un peu plus loin dans les mois qui arrivent. Donc voilà. Et vous allez pouvoir utiliser les 4 dernières versions d'Abacus. Voilà. Avec cette application-là, vous avez une autre application qui va être livrée, qui s'appelle Physics Result Explorer, qui va permettre de visualiser à distance directement les résultats. Vous n'avez même plus besoin de télécharger vos fichiers de résultats, ils restent sur le cloud et vous post-traitez directement sur le cloud. Directement. Donc c'est vraiment très pratique. Donc Physics Explorer, c'est l'application qui est utilisée en plateforme aussi native pour post-traiter les résultats. C'est très performant comme outil de visualisation. On retrouve quasiment tout, on retrouve tout ce qui existe quasiment dans Bacchus CE en termes de post-traitement. Donc voilà, et sur ce cloud, vous allez pouvoir utiliser des licences soit sur des tokens un peu traditionnels comme dans Bacchus CE, soit également sur des crédits. Donc crédits comme on faisait à l'époque sur nos portables, hein, où on disait j'achète une heure de communication. Là, on va acheter pareil des heures d'utilisation du cloud computing. Donc c'est très pratique aussi pour les problématiques de pic de simulation derrière. Et donc là, voilà, il n'y a aucun problème en hardware, il n'y a aucun problème. Et vous allez pouvoir ensuite acheter voilà, ces crédits. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de solution, j'ai un webinaire pareil qui existe en replay sur notre base de connaissances. Donc je vous invite à aller le regarder. Voilà, en conclusion, alors c'est la conclusion traditionnelle, hein, Abacus est en perpétuelle évolution. Donc si vous voulez profiter des nouveautés, pensez à les installer, installer les dernières versions et les derniers hotfix. Hein. La présentation que j'ai faite est non exhaustive, donc il y a également d'autres nouveautés. Hein. Donc je vous invite à consulter la documentation et également nos articles sur notre base de connaissances. Et vous avez donc des outils disponibles en complément d'Abacus dans la 3D Experience pour la calibration matériaux et le cloud computing, donc qui sont très performants. Voilà, pour conclure, donc Kionis, nous sommes là pour vous conseiller, vous aider, vous supporter et vous former dans l'utilisation des logiciels de ce système. Donc n'hésitez pas à nous consulter, nous ferons un plaisir de vous répondre, tout simplement. Donc voilà, c'est fini. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse 3dx@canis.com. Merci à tous. Au revoir.